Ah, ça marche pas, si. Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. Comme vous le verrez peut-être, on a délibérément changé en fait le principe en fait, l'intitulé, pas du tout le contenu. Mais ce qu'on avait en tête en fait avec mes invités, c'était de se dire qu'en préparant cet atelier, on s'est rendu compte qu'on avait des insights beaucoup plus précis, beaucoup plus concrets à partager avec vous sur comment réussir son expérience digitale, tant dans l'organisation que dans la gestion des équipes ou dans le pilotage de la data, et comment réussir aussi avec Content Square. Donc on a eu envie de se dire, on va plutôt vous donner des leviers, des tips, des choses à mettre en œuvre qu'on a vu chez NJ ou que Clément fait chez Content Square. Alors si je reprends depuis le début, je suis Isabelle Hervouette, je suis en charge de la Customer Experience chez Content Square depuis 2 ans et demi. Et plus intéressant, j'ai été 12 ans cliente de cette entreprise avant de la rejoindre. Donc oui, je suis tombée dans la marmite, très clairement. Et c'est aussi pour ça que je suis assez à l'aise pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire un succès de son expérience avec Content Square. Avec moi aujourd'hui, j'ai Cécile Lecourt qui vient d'Engie. Ça fait 15 ans que tu es chez Engie. Oui. Tu as un parcours en fait digital de bout en bout, à la fois dans les télécoms et dans l'énergie. Tu as aujourd'hui 70 personnes dans ton équipe. Tu nous diras en fait un peu plus comment ça se compose. Et ton titre, c'est User Experience Manager. Ce qui m'intéresse encore plus, vous verrez pourquoi, c'est qu'avant d'être dans le digital, où tu as fait toute ta carrière, tu as commencé par une maîtrise en histoire médiévale. Alors, le lien entre histoire médiévale et digital, je ne l'ai pas. Mais on va creuser ça après pour que je comprenne un peu mieux comment tu en es venu là. Clément Brossard, toi tu es chez Content Square depuis 6 ans, tu es Success Planner. En clair, ça fait 6 ans qu'il ne s'occupe que des clients, il ne fait que ça. Son objectif, c'est de s'assurer que vous ayez le meilleur parti de la plateforme et le plus de ROI possible. Je crois que tu as accompagné 80 clients. Ouais, à peu près, ouais. Et alors, Clément va me détester, mais Clément est un rappeur. Et non seulement c'est un rappeur, mais c'est un très bon rappeur. Donc, conseil à tous dans la salle, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, à la sortie, demandez-lui son clip. Voilà, je t'avais dit que tu me détesterais, mais c'est pas grave. Non, blague à part, ils sont très bons. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on a souhaité faire venir NJ sur le plateau avec nous pour parler expérience digitale, maturité d'organisation sur le sujet parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand Thomas Husson tout à l'heure parlait de mettre vraiment l'expérience client au cœur des process et pas simplement une personne qui a une fonction dans l'entreprise et c'est joli et on se fait du NPS, c'est clairement ce qui se passe chez NJ. C'est vraiment un gros sujet et on verra tout à l'heure comment vous adressez ça. Tu es aussi dans une entreprise qui est sur le grand public 100% digital, puisqu'il n'y a pas de boutique, il n'y a pas d'agence. Donc ça aussi, c'était un élément important pour nous, que ce soit dans le téléphonique ou dans le digital, finalement, c'est vraiment votre façon de vous adresser à vos clients à 100%. Et puis, dernier élément, tu as décidé de devenir client, tout plus exactement de revenir client 10 ans après, il y a quelques mois. Et donc, pour les gens qui sont là, c'était intéressant aussi de savoir quelles sont les clés du succès quand on commence avec Content Square. Et puis, évidemment, au-delà de commencer après. Donc, je vais te laisser la parole parce que tout le monde connaît NJ, ça c'est clair. Mais est-ce que tout le monde sait ce que NJ grand public fait et quels sont tes enjeux et tes priorités? J'en suis moins sûre. Oui, on attend les slides en fait. Donc ça y est, ça vient. Donc NJ grand public, on vend de l'énergie, donc pas de surprise. Néanmoins, je tiens à vous dire qu'on vend du gaz et de l'électricité, très important, parce que dans l'esprit de tous les Français, on continue peut-être qu'à vendre que du gaz, et non, ce n'est pas vrai. On vend de l'électricité depuis très très longtemps aussi, et on vend aussi des services et des équipements. Donc voilà sur la direction. On a une large gamme d'offres de services et d'équipements sur ce sujet-là. Et puis ce qu'il faut noter, c'est qu'on a 9 sites en France, avec notamment des conseillers clientèle, et qu'on a 8 millions de clients, et dont 10,5 millions de contrats. Voilà. Et ensuite, en sein de cette direction grand public, on est vraiment customer-centric et notre mission, c'est de faire vivre une expérience positive et durable à nos clients, mais aussi à nos prospects. Donc voilà, c'est notre priorité et on œuvre tous ensemble pour faire cela.
Donc, dans ma direction, avec ces fameux 70 collaborateurs, on s'occupe des 2 sites les plus importants d'Engie, que sont le site Engie particulier et Gaz Passerelle, avec 4 millions d'utilisateurs, 4 millions de sessions par mois, notamment pour le Engie particulier. On s'occupe évidemment aussi des applications mobiles. Et depuis peu, on a récupéré le CRM, donc l'outil qu'utilisent les conseillers. Donc ma direction, elle s'occupe de l'expérience utilisateur pour ces interfaces-là, donc les sites web, les applis et l'outil des conseillers. Et notre mission, c'est évidemment de vendre, de satisfaire. Et puis on est une direction UX, donc on doit s'adapter constamment aux nouveaux usages de nos clients, de tous les utilisateurs, évidemment. Et puis, pour nos conseillers, c'est la même chose. On leur fait vivre une expérience positive et le fait qu'ils puissent trouver rapidement tous les boutons quand ils ont le client au téléphone. Voilà. Ok. Alors, on va peut-être passer aux premières questions. Moi, quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que je suis User Experience Manager. Alors, pour tout le monde, j'ai cru quand Claire, elle gérait les 2 personnes qui faisaient l'UX dans la boîte, quoi. Enfin... Et puis quand elle m'a dit j'ai 70 personnes, j'ai fait j'ai raté un truc. Et du coup, quand j'ai discuté avec toi, j'ai compris que le titre de la direction d'expérience client, mais également user experience, c'était clairement autre chose chez toi. Et donc, moi, quand tu me l'as expliqué, pour moi, j'appelle ça une direction digitale ou une direction du e-commerce, peu importe. Donc, du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi et comment vous avez pris ce titre qui est si différent de ce qu'on peut faire en fait classiquement dans les organisations. Oui. Alors on a ce titre depuis 5-6 ans et en fait il regroupe à la fois les conseillers, donc toute la partie du téléphone, la partie du digital, l'acquisition et aussi les parcours, les processus. Donc vraiment cette mission un peu e-commerce puisqu'on a à la fois le téléphone et le digital qui sont nos canaux principaux parce qu'après on n'a pas grand-chose, comme on l'a dit, on n'a pas d'agence, on n'a pas de magasin. Et donc, c'est que toutes ces équipes-là, elles œuvrent pour proposer la meilleure expérience à tous nos utilisateurs et à tous nos clients, aussi bien sur le téléphone que sur le digital. Donc, il y a des équipes d'acquisition digitale qui font partie de ces équipes, qui nous apportent du trafic, aussi bien sur le téléphone que sur le digital. Il y a mon équipe qui doit convertir ce trafic et proposer à nos conseillers une interface simple et efficace. Voilà, tout le monde œuvre pour proposer la meilleure expérience, les meilleurs parcours, parce qu'on sait que c'est ce qui va faire, ce qui va convertir, ce qui va faire convertir les ventes, aussi bien au téléphone que sur le digital. Et donc, en effet, j'ai une grosse équipe parce qu'on a plusieurs profils. Je peux enchaîner là-dessus. J'enchaîne sur ce que tu veux. Donc, j'ai différents profils qui construisent l'ensemble du parcours digital. Donc j'ai en effet des PO, je me fixe sur le slide pour que vous puissiez suivre et que je dise la même chose. Donc j'ai des product managers qui sont certains domaines du digital, notamment le self-care ou la vente par exemple, ou l'application mobile. J'ai ensuite des PO, responsables d'équipe agile. Et ensuite j'ai des UX designers, des UI, des développeurs front. Et ça, c'est important, on les a au sein de notre équipe puisqu'on a un CMS et donc on a besoin d'avoir des développeurs front pour modifier, pour changer, pour créer des templates. J'ai des data analysts et puis des data scientists. Et en fait, à chaque fois qu'on a des demandes ou qu'on fait nos propres demandes, puisqu'on est responsable de certains parcours, typiquement le tunnel de conversion ou l'espace client, eh bien, tout le monde se passe le relais. J'ai des collaborateurs qui sont connectés, j'appelle ça comme ça. Tout le monde se passe le relais avec chacun son expertise pour créer le meilleur parcours. Donc j'appelle ça aussi un peu ma chaîne industrielle parce que tout va comme ça très vite. Tout le monde est focus sur son expertise. Les uns et les autres respectent les expertises et ça va très vite. Et on a aussi un cercle vertueux puisque on a avec le data analyst et puis j'ai des chefs de projet qui mesurent la satisfaction digitale. Ça reboucle, puisque à un moment, ces équipes-là, elles sont en mesure de dire aux product owners ou aux demandeurs, ben voilà les résultats, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue si on est en mode MVP, ou est-ce qu'on optimise encore plus les choses, ou est-ce qu'on fait différemment, parce qu'on a toutes les insights pour faire cela.
voilà comment ça fonctionne. Très clair. Donc vous comprenez pourquoi j'étais surprise de voir des développeurs front-end, des data analysts et des PO dans une équipe user experience. Donc voilà. Mais en revanche, pour le coup, ça montre bien qu'effectivement, toi, ton enjeu, ça a été de connecter tous ces métiers au plus près pour qu'ils puissent travailler au sein de la même entité. Et tu me disais aussi en préparant ce call qu'il y a un sujet de colocalisation aussi chez vous, où il y a ton équipe, mais pas que. En effet. Alors, on est sur un site dont vous allez tous rêver venir nous visiter. On est à Bagneux, dans le 92. Sachez que l'été, il y a des petites fêtes qu'on appelle Copac à Bagneux. Donc, vous pouvez nous rendre visite. Mais le point important, c'est qu'on n'est pas à la Défense. Nous, on est avec les équipes IT qui sont présentes sur le site, sur ce fameux site de Bagneux, qui représente une petite PME. Finalement, on se connaît tous, donc c'est assez sympa. Mais on est avec les équipes IT parce qu'on fonctionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fonctionne en agile. Ça fait plus de 10 ans qu'on fonctionne en agile et depuis 4-5 ans qu'on fonctionne aussi en méthode safe. Donc on a des trains aussi. Et donc je fournis en effet les PM, les PO, mais les développeurs back, les business analysts, ça c'est l'IT qui les fournit. Et on est sur les mêmes plateaux. Modulo, évidemment, quelques personnes au Maroc, comme certaines entreprises, parce qu'il faut bien réduire les coûts à certains moments. Mais voilà, on travaille tous ensemble, et donc l'IT, ce sont nos collaborateurs au quotidien, surtout quand il y a des incidents, évidemment, vous vivez tout ça aussi. Mais on partage vraiment voilà, les mêmes open space, et on discute constamment ensemble. Et les PO, du coup, managent les équipes agiles qui sont constituées d'équipes IT. Voilà comment ça se passe. Et toi, qu'est-ce que tu vois comme bénéfice concret à avoir toutes ces équipes sous la même direction, au même endroit? Tu nous avais aussi parlé des binômes. Oui. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est de la rapidité? C'est de la prise de décision facilitée? Il y a de la rapidité parce que voilà, on est au quotidien ensemble et puis qu'ils connaissent nos enjeux. Donc quand on leur dit on va faire ce parcours-là parce qu'on veut convertir, parce qu'on veut sortir une nouvelle offre, ils comprennent. Les développeurs ont aussi leur mot à dire. Tout le monde travaille pour produire ce fameux meilleur parcours. Donc ils ont droit à la parole. Les développeurs, ils peuvent discuter aussi avec les UX pour dire voilà, ça c'est un peu compliqué ce que tu me proposes, ça serait plus simple de le développer de cette manière-là. Tout le monde peut se parler et tout le monde a un droit de parole, donc ça fonctionne plutôt bien. Et tu me disais, parce qu'on ne va pas parler que de ce qui marche bien, sinon c'est pas drôle, tu me disais qu'un des sujets qui était compliqué encore, enfin qui avait été compliqué, c'était que les data scientists allaient voir le PO avec leurs data, les UX allaient voir avec leurs UX, des fois ça ne concordait pas et c'était pas simple pour le PO. Oui, on a créé un rapprochement d'équipe avec le responsable qui est ici présent dans la salle d'ailleurs. On a changé d'organisation. Avant, on avait des équipes design et des équipes data qui étaient séparées. On a mutualisé cette équipe pour que les UX et les data analysts se parlent davantage. Et auparavant, du coup, les PO, ils devaient aller voir l'un, puis après l'autre, pour avoir les analyses quali, l'UX, en l'occurrence avec des tests utilisateurs, puis les analyses quanti, et puis après, à lui de ressortir avec tout ça. Maintenant, on a rassemblé les équipes, il y a des binômes qui sont créés avec des data analysts et des UX. Et donc, il y a un seul résultat, une seule proposition qui est faite au PO. Et on travaille aussi sur de l'UX Research, donc un nouveau sujet, et dont Content Square va beaucoup nous aider. On compte beaucoup sur la solution pour mettre ça en place et l'implémenter dans notre équipe. Voilà. Très clair. Et donc là, je pense qu'on est très au clair sur le fait qu'une organisation rapprochée, de proximité, que ce soit organisationnelle ou géographique, c'est important, et la fluidité entre les équipes, c'est important, mais quand on te parle, tu parles humain, équipe, personne. Donc j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est très très important pour toi, perso, oui. Mais pas que. Comment aujourd'hui tu motives? Quelles sont tes problématiques par rapport aux équipes aujourd'hui? Alors, moi je suis très exigeante, donc je veux toujours plus. Et donc on fonctionne beaucoup en mode challenge. Alors, on a longtemps hésité à reprendre Content Square. En fait, Content Square, on l'a eu au tout début. On a dû être parmi les premiers clients en 2014.
On tapait dans la main de Jonathan, on se faisait la bise. Toujours. Je ne sais pas s'il me reconnaîtra. Mais voilà. Et en fait, à l'époque, l'outil était en effet assez compliqué. Puis comme on fonctionnait en mode agile, à chaque fois qu'on faisait des modifications, il fallait tout changer côté Content Square. Les équipes adoraient, mais c'était assez compliqué à l'époque. Donc on avait laissé tomber. Là, on veut reprendre, on veut pas, on l'a repris, c'est fait. On l'a signé. Hein. On a signé pour Content Square. Parce que je pense qu'on a atteint une certaine maturité pour que les équipes l'utilisent. Alors, on se fixe des challenges, je reviens un peu là-dessus. Je pense qu'on l'utilise à présent, qu'on est prêt. Avant, on n'était pas prêt parce que je voyais que déjà avec Google Analytics, mes équipes, j'imaginais dans un monde de bisounours que tous les matins, mes équipes, mes PO, ils se connectaient à Google Analytics et qu'ils regardaient leur parcours pour savoir si les chiffres étaient bons, s'ils n'étaient pas bons, pourquoi, s'ils étaient bons, pourquoi aussi, pour qu'on fasse encore mieux. Je me suis rendu compte que ça, c'était un peu utopique, ça n'existait pas vraiment. Or, les équipes data ont créé des super dashboards, donc ça a contribué à ce que les équipes progressent un petit peu sur ce sujet. Et on a même fait des challenges pour que les équipes utilisent Google Analytics avec de la plantation d'arbres. Donc ça a forcé les équipes à utiliser encore plus Google Analytics et à se former. Et sur les challenges, donc sur Content Square, rien que la certification, on s'est mis un challenge en partageant nos notes. Mais à chaque fois, voilà, il faut que mes équipes elles soient boostées, elles soient motivées. Et pourquoi il faut qu'elles soient boostées et motivées, et pourquoi aussi Content Square, on l'a repris maintenant, c'est qu'on a traversé, et je pense que vous utilisez tous l'énergie. Avant, l'énergie, c'était une contrainte. Personne s'en préoccupait trop. Parce que il fallait le prendre, il fallait se chauffer, il fallait cuisiner, donc voilà, c'était la contrainte. Depuis, il y a 2 ans, on a tous vécu la crise de l'énergie, et là, soudain, les prix ont augmenté, et soudain, tout le monde est venu sur le site. On a été, comme pour les banques, tout le monde regardait sa consommation. Donc le trafic a bougé là-dessus. Avant, les gens regardaient la facture dans notre rubrique, maintenant, les gens regardent la conso, et la facture aussi après, évidemment. Mais voilà, la crise pendant 2 ans a fait que les clients ne bougeaient pas. Il n'y avait pas de churn parce qu'ils savaient que s'ils bougeaient, ils risquaient d'avoir des prix assez chers. Or, tous les clients qui avaient des prix à offre fixe, ils étaient protégés. Et pour les équipes, ça a voulu dire qu'on n'a pas beaucoup bougé, qu'on n'a pas fait beaucoup d'innovation, pas beaucoup de création, hormis les innovations et les créations du gouvernement, de type le bouclier tarifaire. Donc voilà. Chaque mois ou tous les 6 mois, il fallait sortir quelque chose que le gouvernement demandait. Donc c'était assez contraignant et donc les équipes n'ont pas pu beaucoup s'exprimer. Et donc l'idée de prendre Content Square, ça a été aussi de se dire, on rebooste tout le monde, on se remet, on arrête le plan-plan, on arrête de suivre le plan marketing du gouvernement. Maintenant, la concurrence a repris depuis le mois de janvier. Vous devez l'entendre sur les radios, à la télé, les moins 24, les moins 20%. Enfin, ça y est, on a repris la concurrence, on a repris le combat. Et donc, du coup, c'était le bon moment pour reprendre Content Square, mais c'était aussi ma volonté de rebooster les équipes, de les remotiver, de créer de l'innovation. Et la prise de cet outil leur permet un challenge professionnel important. Voilà. Et tu as une autre aussi façon de les motiver ou de les remotiver en ce moment que je trouve marrante. Oui. C'est de les sortir de leur zone de confort, comme tu dis. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Donc sur les concours, ouais. Donc en effet, on a réfléchi aussi parce qu'on a atteint une certaine maturité digitale, parce que les équipes, c'est pas parce que ce sont les miennes, hein, quoique, mais elles sont bonnes. J'ai des équipes très compétentes, et avec d'ailleurs très peu de turnover, donc c'est que tout le monde se sent bien. L'humain, c'est important pour moi. Et donc, on a participé à plein de concours. Je leur ai mis comme challenge le fait de participer à plein de concours. Donc, on a participé au CADOR, on a participé au CX Award. On a participé aussi au sein d'Engie à des awards. Engie est un grand groupe, hein, et ces awards sont quelque chose de très important au sein d'Engie. Tout le monde y participe et tous les pays y participent, parce que Engie est un groupe international. Et même au sein d'Engie, on a remporté 2 Engie Awards, qui était la première fois pour la France d'en remporter 1, mais en plus 2. Voilà, on en a eu 2, et notamment sur un sujet sur lequel on a concouru, et parce que c'était important pour nous,
ça a été d'accompagner nos clients durant la crise. On a fait beaucoup de choses sur ce sujet. Et donc voilà, on a participé à des concours sur ce sujet-là, mais aussi sur la satisfaction digitale, parce que tous les jours, on mesure la satisfaction de nos utilisateurs et on répond aux utilisateurs. Donc voilà, on a remporté aussi des prix sur ce sujet-là et sur l'application mobile. Et ce que je trouve intéressant dans l'expérience de Cécile, c'est pas tant de postuler pour des concours, parce que tout le monde le fait pour faire donner de la visibilité à la marque, mais c'est aussi de le faire pour motiver les collaborateurs, les mettre dans une zone un petit peu différente et donc les entraîner avec nous. C'est cette démarche-là que je trouvais on a une blague au sein de l'équipe parce qu'à chaque fois on se dit qu'il nous faut une vitrine. Il faut que j'achète une vitrine pour mettre tous nos trophées. Voilà. Et tu parlais du fait que ça y est, vous étiez mûr pour passer à Content Square, entre guillemets, que tu avais besoin de ça pour motiver les équipes, pour aller à l'étape d'après. Mais j'avais en tête aussi que ça t'avait permis de créer le pont, ou en tout cas, tu espérais créer un pont avec ton envie d'avoir une analyse de la data journalière que tu n'arrivais pas à faire et le fait de prendre Content Square. En quoi ça va t'aider ? Alors ça va m'aider parce que, et là encore, je suppose que dans toutes les entreprises qui sont ici présentes, le sujet, c'est la valeur. Donc piloter par la valeur, c'est ce qu'on nous demande à tous. Or, nous, évidemment, on veut piloter par la valeur, mais il faut la calculer, cette valeur, ce qui n'est pas forcément évident. Surtout quand on compare l'expérience client versus une offre marketing, parce qu'on a différents demandeurs qui veulent faire des parcours sur le site. Et donc nous, quand on dit on veut modifier l'espace client et que la direction marketing arrive avec je veux sortir une nouvelle offre qui va me remporter tant d'EBITDA, j'ai du mal à comparer la valeur et donc arriver à prioriser mon sujet. Donc on pense que Content Square va beaucoup nous aider sur ce sujet-là. On mise là-dessus, on va faire beaucoup de REX avec Content Square sur nos différents parcours et pouvoir se comparer du coup avec ce type de demandes qui sont en pièces sonnantes et trébuchantes. On va faire des REX, on va faire une base de connaissances, un historique pour pouvoir s'appuyer sur cette base en se disant on va sortir tel sujet, il ressemble à tel autre qu'on a déjà fait, donc on peut se baser sur la valeur que ça va apporter. Et donc voilà, on va obliger les équipes à travailler là-dessus et donc à travailler avec Content Square. Et tu disais aussi qu'indépendamment de Content Square, tu avais basculé aussi dans un mode où tes équipes UX peuvent vouloir modifier, optimiser un parcours, tout le monde, sauf que soit maintenant tu les obliges à mettre des KPI attendus dessus et faire un rétexte systématique. Je trouvais que ça aussi c'était intéressant comme démarche. Parce qu'on a beaucoup de demandes et on n'a pas le capacitaire associé, évidemment, là aussi, ça arrive souvent. Donc il faut prioriser toutes ces demandes. Et donc il va falloir que toutes les équipes affichent la valeur de leurs demandes et on va fonctionner en lead portfolio management pour prioriser les demandes. Et donc les nôtres feront aussi partie du lot et on se doit du coup de mettre de la valeur dessus. Voilà, comme ça. Il y aurait une analyse CS pour chaque demande de développement associée. Oui, on a demandé ça, ça a été présenté à toutes les équipes dorénavant. Ça va susciter plus d'indignation que ça, donc on y va. Tu viens de nous raconter l'année prochaine ce que ça donne. Voilà. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ton démarrage, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la formation à laquelle tu as poussé tout le monde. Vous avez fait un jeu, un challenge, c'était intéressant, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que tu as fait former 60 personnes. Oui. C'est beaucoup, mais on sait que c'est essentiel. Alors là, je vais prendre ma casquette d'ancienne cliente. La certification initiale quand vous devenez client, il ne faut surtout pas la rater. C'est vraiment ce qui permet d'utiliser la plateforme très très vite et très fort. Donc dans les échanges que j'avais envie d'avoir avec Clément, c'était de dire ça bravo, déjà tu es sur les bonnes rails en termes d'organisation, process et tout. Tu as tout pour jouer. En plus, tu as mis les bonnes certifs. Est-ce que Clément, toi, tu aurais d'autres conseils à donner à Cécile sur, ok, ça c'est fait, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte et pas rater quand on veut démarrer Content Square ? Ouais. Dans les autres éléments qu'on a pu voir chez nos autres clients, justement, qui font que ce sont des clients très matures, il y a deux sujets en particulier. Le premier, ça va être de savoir déjà où vous en êtes. Content Square est un outil qui vous aide dans votre transformation digitale. La transformation digitale va prendre du temps, ça va être important de savoir quels sont vos points forts, mais aussi vos points d'amélioration. Ce qu'on vous propose comme accompagnement, c'est un audit de maturité digitale qui vous permet en 20 questions justement d'identifier quels sont vos axes d'amélioration. Vous pourrez travailler notamment avec vos CSM. Et donc c'est là où vous allez trouver des petits points d'amélioration, une méthode pas à pas pour progresser dans l'usage de Content Square et voir encore plus la valeur de l'outil.
Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième, on va finir là-dessus, c'est justement comment on fait pour avoir la valeur de Content Square. Au lancement, il faut bien avoir cette méthode des petits pas pour le réussir. La première chose, ça va être d'identifier les objectifs simples, mesurables. Quand on se lance avec Content Square, forcément, on veut augmenter son revenu, on veut avoir plus de leads, améliorer le self-care, je pense à NJ. Mais ça peut aussi être des choses plus simples, type faire une analyse toutes les 2 semaines, mettre en production un insight par analyse. En fait, toutes ces petites victoires vont remotiver vos équipes, vont vous permettre de voir facilement le résultat. Et comme le disait Cécile, c'est important de mettre en production, mais c'est très important de mesurer le résultat. Deuxième chose, c'est identifier des référents de projet, avoir des personnes qui l'incarnent. Avoir des personnes sur qui vous pouvez référer et qui seront le point de contact pour les décisionnaires, pour vous en interne, et aussi pour nous, Content Square, comme ça qu'on puisse être ces personnes puissent être le relais, qu'on puisse vous communiquer les bonnes informations. Et qui dit partage des informations dit aussi une méthode de partage, donc des moments communs, un drive commun. Vous avez déjà des méthodes, vous, de partage d'informations. Vous avez une après-midi réservée à l'usage de la plateforme. Ouais. Donc là, encore une fois, on intègre totalement la data au cœur des processus de NJ. Et donc, Content Square fait partie. Et dans la dernière chose, c'était impliquer les équipes techniques dans la priorisation. Très bon exemple, justement, de NJ. Les équipes dev front sont totalement intégrées dans l'équipe de Cécile, ce qui facilite la priorisation des changements, la rapidité d'exécution, et donc vous allez encore voir plus de valeur de Content Square. Donc c'est là où n'hésitez pas à contacter vos CSM, et on est là pour vous aider là-dessus. Ok, merci. Alors nous arrivons à la fin de cette session. Si vous avez envie de continuer d'échanger avec Cécile et Clément ou moi, je les tiens fermement, venez les voir. Si vous voulez savoir comment on passe de l'histoire médiévale au digital, comment on fait du rap en bossant chez Content Square, n'hésitez pas. C'était les Key Takeaways d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et bonne fin de journée. Merci à tous.